on va commencer avec un sujet pas joyeux. Vous le savez, le collectif 50-50, à la base, il est plus question de parité. Et je pense un peu par défaut, le collectif a dû un peu se pencher sur les questions de violence sexuelle inhérentes au cinéma. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Katz, première assistante réelle. On peut applaudir, s'il vous plaît. Pauline Reffers, co-créatrice du FIFIB. Caroline Regard, directrice de communication d'audience. Karine Rozielski, productrice chez Go Go Go. Et Clémentine Charlemagne, coprésidente du collectif 50-50. Alors, MeToo. Est-ce qu'on parle de MeToo ? Donc MeToo est né dans le cinéma, avec l'affaire Weinstein. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Ça fait 5 ans que ça n'avance pas très vite, mais que ça avance en tout cas dans les discussions et dans les paroles qui s'ouvrent. Peut-être que je peux commencer par vous demander, Clémentine, une petite réaction peut-être sur l'annonce de l'AFDAS et du CNC. Nous, évidemment, au collectif, on est ravis de cette avancée parce que depuis notre arrivée au sein du conseil d'administration, on n'a de cesse de dire que les mesures en place ne suffisent pas parce qu'on voit qu'il continue d'y avoir des dysfonctionnements qui font beaucoup de mal à beaucoup de gens. Donc voilà, on sait que pour l'instant, c'est encore très compliqué de prendre la parole parce qu'en fait, il faut qu'il y ait plus de cadres en prévention et plus de cadres après aussi dans la gestion, dans la façon dont on gère les crises. Mais nous, ce qui nous semblait vraiment essentiel, c'était que là, on se concentre vraiment aussi sur comment, évidemment, on cherche des solutions pour gérer les crises, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de crise. Et on espère quand même qu'avec plus de formation, on arrivera à anticiper ça et faire en sorte qu'il y ait une amélioration du contexte global. Johanna Katz, toi, tu as été à 2 reprises référente violences sexistes et sexuelles sur un plateau. Est-ce que tu étais formée ? Est-ce que tu étais au courant de cette formation ? Et comment ça s'est passé ? Alors moi, j'ai été une référente non formée. Et on ne m'a pas imposé le fait de l'être, mais on m'a demandé si ça pouvait m'intéresser de le faire. Et j'ai dit oui, sans vraiment savoir exactement de quoi il s'agissait, en fait, en réalité. Parce que donc, moi qui suis assistante réalisateur, qui suis beaucoup sur le terrain, qui fait des films avec des équipes de tournage, etc., je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une grande généralité de la sensibilisation au problème. Moi, vraiment, on a vraiment passé une tête dans mon bureau en me disant « Johanna, tu veux bien être référente parce que bon, ton nom est déjà sur la feuille de service, c'est plus simple, il y a déjà ton numéro de téléphone, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc moi, je devais être à mon 47e plan de travail et je dis « Oui, pas de problème, pas de problème. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis 2 ans après, j'ai travaillé avec la même équipe qui est revenue me voir en me disant « Tu sais, t'étais déjà référente sur le film d'avant. Tu veux pas être référente parce que c'est pratique, ton numéro de téléphone est déjà sur la feuille de service. » Et pareil, 45e plan de travail et je dis « Oui, pas de problème, pas de problème. » Voilà, en gros, ça s'est résumé à ça. Voilà, ça s'est résumé à ça. Et c'est tout. Et c'est vrai que là, on parle des formations, etc., que l'annonce qui a été faite, je trouve ça super parce qu'en effet, il n'y a pas de formation systématique du tout, qu'on n'est même pas, en tant que clinicien, hyper sensibilisé au problème. Et si ça pouvait généraliser, ce serait super, évidemment. Alors j'ai beaucoup de questions pour toi. La première, c'est est-ce que sur ces tournages-là, tu as été référente dans le sens où des personnes se sont référées à toi pour des problématiques de violences sexistes et sexuelles ? Et une autre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour être assistante réelle et référente ? Enfin, à quel moment tu as le temps dans ton plan de travail de gérer ce type d'incident ? Alors, la première question. On n'est pas venu me voir pour des violences sexistes et sexuelles, on est venu me voir pour des questions d'harcèlement
qui sont différentes. Morale, du coup. Oui, morale. Donc ça a été, bon, ça s'est réglé, etc. Après, en effet, à quel moment j'ai le temps de pouvoir être référente et première assistante, je ne sais pas trop, en fait. Et en effet, a priori, j'ai pas trop ce temps-là, en réalité. Mais en fait, cette expérience-là, mon expérience, prouve vraiment que jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de zones de non-réflexion sur qu'est-ce qu'un référent harcèlement, quelle place on lui donne, quel espace on lui laisse aussi pour pouvoir occuper cette place-là en plus de son poste de technicien de cinéma. Pour le moment, il n'y a pas une grande réflexion autour de ça, me semble-t-il. Alors, je ne veux pas généraliser, il se trouve que dans mon cas et sur les films que je fais, je n'ai pas vu beaucoup de sensibilisation à ça. Après, je sais que sur d'autres plateaux, sur d'autres projets, ça peut être le cas. Mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup, je tourne beaucoup, je fais des films qui ont une place dans le milieu audiovisuel. Je ne fais pas des films underground, hors convention, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de sensibilisation à toutes ces questions, en réalité. Un peu désolée, je plombe un peu l'ambiance, mais c'est la réalité du terrain. On essaiera de remonter l'ambiance au fur et à mesure de la table ronde. Est-ce que, donc on a compris qu'il n'y avait pas de suivi de formation, mais est-ce qu'on t'avait donné quand même un protocole, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait ton nom sur la feuille de service qui disait que tu étais référente sur violences sexistes et sexuelles? Est-ce qu'on t'a dit quoi faire si on faisait appel à toi? Non, il y avait mon nom sur la feuille de service avec mon numéro de téléphone et le terme de référent harcèlement, mais on m'a pas spécialement indiqué ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est vrai que comme j'avais un peu la tête dans le guidon quand on m'a proposé d'occuper ce poste-là, j'ai pas spécialement réagi, réfléchi, etc. Parce qu'en effet, à mon poste, c'est un peu compliqué de faire autre chose que mon taf, en fait. Pas beaucoup d'espace pour autre chose. Alors Karine, tu es productrice. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça te semble logique et fluide comme manière de travailler? Ou est-ce que il y a quelque chose à mettre en place? Et est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Est-ce qu'on est sur une situation classique ou pas? Alors, nous sommes en train de travailler, productrices et producteurs, au sein de nos syndicats. Alors moi, je suis élue au bureau du long métrage du SPI, mais on travaille aussi avec les autres syndicats de producteurs, l'UPC et l'API, pour réfléchir comment on passe au monde de demain. C'est-à-dire qu'on est confronté donc à des responsabilités de prévention, de formation, mais avec cette petite musique qui dirait que comme on est dans une industrie à part, qui est portée par une vision d'un cinéaste, une cinéaste, on a quelques difficultés à poser des cadres de travail. Des cadres de travail qui sont en fait le lot en fait de toutes les industries dès lors qu'il y a un travail collectif. Donc, en entendant parler, Johanna, de cette difficulté qu'on a eue, nous, dans notre industrie, à définir qu'est-ce que c'est qu'une référente ou un référent, je me disais, mais finalement, est-ce que notre ambition à nous, employeurs, ce ne serait pas que chaque technicien, technicienne soit son propre référent, qui soit outillé et sécurisé pour dire les choses. Et donc, nous sommes en train de travailler de manière extrêmement transversale, donc entre nous, producteurs, productrices, mais aussi avec les syndicats de salariés, avec les organismes de formation, pour se poser des questions à quelles étapes, en fait, on peut maintenant jalonner ce terrain de parole. Donc il y a l'aspect formation et honnêtement là, je pense que le mot révolution est absolument bien choisi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on est depuis des mois en train de se dire mais si jamais on pouvait adosser cette formation à la convention collective, alors qu'on irait même plus loin, c'est-à-dire on aimerait que ce soit vraiment généralisé à tous les techniciens, mais pas que. Monsieur Teboul tout à l'heure parlait de définir le cadre. Je pense qu'au-delà de la formation, on a une nécessité, compte tenu du fait que nos tournages se passent dans un temps circonscrit, souvent en province, et que souvent les gens ne se connaissent pas.
Je pense qu'au-delà de la formation, on a une obligation de prendre le temps. On ne sait pas encore combien de temps, on ne sait pas encore les modalités, on est en train de réfléchir, mais de poser le cadre, qu'est-ce que c'est que le rôle de chacun, la place de chacun dans une équipe, les questions de délégation, la place du cinéaste ou de la cinéaste, c'est-à-dire quel rôle, j'ai même envie de dire quel symbole il représente en termes de puissance, d'aura, et que les choses soient dites avec des tiers, donc pas que nous, employeurs, employeuses, vraiment invités. Donc, encore une fois, je ne peux pas dire encore quelles seront les modalités des protocoles, mais on est en train de réfléchir, inviter des gens dont c'est le travail, donc des psychosociologues principalement, qui diront avec nous et avec les techniciens, ensemble, collectivement, voilà le cadre de travail et voilà ce qui est possible de faire, de dire. Et en cas de conflit, de crise ou même ça peut être plus petit, de sensations, on peut appeler un tel. Et on n'est pas sûr que le référent ou la référente, qui pour l'instant est défini de manière assez floue, soit la bonne personne, parce qu'il y aura toujours en fait un rapport de délégation entre cette personne et les techniciens ou techniciennes qui auraient besoin de se confier. Oui, en effet, il y a une question aussi de rapport de pouvoir, et c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais en effet, quand tu es première assistante de réalisation, tu es aussi à une place stratégique qui ne met pas forcément tout le monde à l'aise. Est-ce qu'on n'aurait pas une pratique qui pourrait consister, par exemple, à inscrire systématiquement les référents, référentes, mais aussi un petit rappel à l'ordre sur les feuilles de service, au même titre qu'on dit où est la cantine et où on peut se garer. Peut-être que ça pourrait être aussi une solution que de prévoir sur chaque plateau comment est-ce qu'on peut réagir et où est-ce qu'on peut se réfugier en cas de problème. Je pense qu'en effet, il y a un travail de sensibilisation auprès de toute l'équipe qui n'est pas juste la présence de quelqu'un sur le plateau, mais que, me semble-t-il, pour y avoir réfléchi depuis, que l'idéal serait en effet qu'il y ait la sensibilisation en amont, par la référente ou par le producteur, qu'il y ait une sensibilisation, je dirais même plus par le producteur, mais qu'il y ait plus une sensibilisation en amont du travail, pour d'ores et déjà poser un cadre avant même que le travail commence. Donc en effet, on parlait de la formation proposée par l'AFDAS et le CNC, mais en effet qu'avant même qu'on commence à travailler, ce cadre soit posé en fait. Alors, je dis producteur parce que c'est l'employeur et que voilà. Et ça, je pense que ce serait en effet important. Et après qu'il y ait une sensibilisation, en effet, papier, feuille de service, n'importe quoi, hein, affiche à la table régisse, ce genre de choses. Je pense que ce serait pas du luxe, ouais. Alors, les violences sexistes et sexuelles, elles ont lieu sur le tournage, mais elles ont aussi lieu à l'extérieur. Je le rappelais, souvent les tournages ils peuvent être en dehors de Paris, on n'est pas chez soi, etc. Elles ont aussi lieu dans le cadre des festivals, dans les fêtes. Est-ce que peut-être tu peux nous dire... Alors vous, l'année dernière, au FIFIB, vous avez mis en place un nouveau protocole, justement, pour essayer de gérer les questions de violences sexistes et sexuelles dans tout le cadre du festival, c'est-à-dire pendant le festival, mais aussi pendant tous les événements en marge du festival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que c'est venu et comment est-ce que vous avez conçu ce protocole ? Oui, alors effectivement, nous à Bordeaux, on n'a pas été formés non plus sur tout ça. Et la question de la formation, elle est vraiment très importante. Nous, il y a 2 ans, en fait, on a été confrontés à une agression sexuelle au sein du village du festival. Ça se passait dans les toilettes et donc on s'est retrouvés à devoir gérer cette situation sans avoir été formés pour le faire. Donc on a un petit peu géré avec ce qu'on pouvait et comme on est. On a organisé une réunion avec certaines personnes de l'équipe. Alors il y avait une personne de notre équipe qui était quand même très sensible sur ces questions-là, qui avait beaucoup regardé un peu ce qui se faisait dans les événements festifs, etc. Donc elle nous a beaucoup aidés
pour trouver un protocole, pour écrire un texte, parce qu'on a eu envie de communiquer sur cette agression sexuelle. Pour nous, c'était très important de communiquer au plus large, que les gens sachent qu'il y a des agressions sexuelles dans les festivals, que ça existe. Enfin, ça existe partout d'ailleurs, mais en tout cas, c'était vraiment important pour nous de communiquer sur ça. Et que les opérateurs culturels, les autres festivals, etc., puissent relayer cette information pour dire que ça existe. Et on avait aussi, à ce moment-là, les invités du soir, du concert du soir, c'était le label de Rebecca Warrior, qui, elles aussi, ont quand même l'habitude d'organiser des événements festifs, etc. Donc, elles nous ont beaucoup aidés à écrire un protocole. Voilà, donc on a mis en place un protocole qui existe du coup au FIFIP depuis 2 ans. Voilà, alors on a beaucoup de signalétiques qui est de la signalétique. Alors je ne sais pas si vous connaissez Act Right. C'est de la signalétique on a adhéré à Act Right et donc on a mis plein de signalétiques qui est une signalétique assez, je ne sais pas comment dire, mais assez marrante quand même. Enfin, en tout cas pas trop. Voilà, qui est bien dans les milieux festifs. Je pourrais vous donner des exemples de cette signalétique. On a mis en place un numéro de signalement. On a mis une agente de sécurité femme dans les toilettes. On a fait un travail sur toute la lumière aussi, qu'il n'y ait plus de coins sombres, plus d'endroits cachés, etc. Voilà. Et puis surtout, on pense que c'est très important de communiquer quand il y a des agressions sexuelles. Alors, tu parles justement de l'agression sexuelle qui a eu lieu il y a 2 ans au village. Tu dis que vous avez communiqué dessus, mais du coup, qu'est-ce que vous avez communiqué et quelles ont été les conséquences sur la personne ? Je vais vous lire ce qu'on a communiqué parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Je ne sais pas si c'était exactement ce qu'il fallait dire à ce moment-là, mais on a communiqué sur les réseaux sociaux. Et on a demandé au plus grand nombre de pouvoir relayer cette information pour que ça se sache. Et donc le communiqué disait « Halte aux violences sexistes et sexuelles, nous sommes en colère, il s'est passé quelque chose de grave et nous ne le tairons pas. Un inconnu a agressé sexuellement une femme dans les toilettes du village du festival jeudi soir. Nous sommes au plus près de la victime pour la soutenir. Et avec son accord, nous avons immédiatement pris des mesures pour assurer la sécurité des festivaliers et des festivalières. Les zones sombres sont donc désormais éclairées. La présence des agents de sécurité est renforcée. Une agente de sécurité est désormais présente à l'entrée des toilettes. Un numéro et un email de signalement ont été créés. Notre équipe est attentive et disponible pour recevoir tout témoignage passé ou futur et nous prendrons au sérieux tout signalement. Vous n'êtes pas seul. Aucun comportement violent et déplacé ne sera toléré dans l'enceinte du village. Le village est un endroit de liberté et de fête, mais rien n'est plus important que l'intégrité de nos publics et de nos équipes. Agresseurs, agresseuses, notre message est très clair. Nous vous surveillons, nous vous dénonçons et nous portons plainte. Il n'y aura aucune tolérance et aucune discussion possible. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est exactement le bon texte. Hein. On a fait ça sur le coup, on n'a pas été formés, on s'est concerté vraiment entre nous pour écrire ça. Il y a sûrement des améliorations à faire, mais en tout cas, c'est important de communiquer aussi parce qu'on s'est aussi retrouvés confrontés à des partenaires, des gens qui nous ont dit, en fait, il faut surtout pas en parler, ça va vous faire une mauvaise image de vous. Enfin voilà. Donc il y a aussi ça qu'il faut faire, sensibiliser un peu aussi tous les partenaires. C'est ce que je trouvais extrêmement puissant. Justement, je trouve ça extrêmement puissant le fait de décider de soi-même, de communiquer dessus, là où on a plus tendance à étouffer ces questions. Je me tourne vers toi, Clémentine, mais aussi vers toi, Karine, sur... j'ai l'impression que c'est des choses qui, typiquement... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir lu pareille chose à propos d'un tournage, c'est-à-dire, par exemple, les tournages sur lesquels on a eu connaissance de violences sexistes et sexuelles. Bien souvent, ça apparaît plus tard dans la presse, quand ce film va être sélectionné à Cannes, etc. Et donc, ça se sait... dans un petit milieu et le cercle restreint du tournage, mais ça éclate généralement par des personnes extérieures, qui sont parfois des membres de l'équipe du tournage, mais rarement par directement les productions ou directement les diffuseurs, comme si on avait pour tradition de se dire que ça ne salissait, enfin que les agissements des autres salissaient la production ou le film, et qu'il s'agissait d'une responsabilité collective peut-être
dire deux mots sur ça, je ne sais pas qui. Alors je pense que les choses sont en train de changer parce qu'en fait, voilà, il y a une prise de conscience globale, je pense, et je crois que souvent les choses éclatent quand il y a aussi un gros décalage entre une communication qui est faite et ce qui a vraiment été vécu sur le moment du tournage ou des choses comme ça. Donc même dans le cas de violence morale, en fait, quand finalement au moment de la sélection d'un film tout éclate, c'est aussi parce qu'en fait il y a un sentiment de gros décalage et je pense de grande frustration de la part de l'équipe ou voilà des choses comme ça. Je crois que là les choses sont en train de changer parce que concrètement en tout cas il y a des histoires qui se sont passées dont on entend parler de façon beaucoup plus ouverte et avec une volonté de communiquer pour que les choses changent dans leur globalité et non pas pour communiquer spécifiquement sur un petit point qui a pu poser problème ou qui va nuire à l'image, etc. Là, vraiment, l'idée, c'est aussi de faire avancer l'industrie dans sa globalité. Donc, par chance, il y a des productrices et des producteurs qui sont très engagés pour essayer d'améliorer les choses et aussi être prêtes et prêts à faire leur examen de conscience et à se remettre en question aussi dans leur pratique. Donc je pense que les choses changent, mais pas que. Mais j'ai pu le remarquer. Après, non, il y a encore plein de choses qui sont tues, il y a encore plein de pratiques qui sont comme ça, et voilà, qui se perpétuent. Sinon, on ne serait pas là. Communiquer dans la presse, communiquer sur les réseaux, je pense que on le fait quand on sait de quoi on parle, quand la question de la présomption d'innocence est réglée, parce que l'idée c'est pas de communiquer pour communiquer, surtout lorsque on est en tournage et que nous en tant que employeur, on ne sait même pas bien analyser ce qui se passe. J'ai envie de dire que nous, ce qu'on essaye d'apprendre là, c'est qu'est-ce qu'il faut communiquer déjà dans l'équipe. Les réseaux sociaux, la presse, il faudra ensuite, enfin je veux dire c'est une étape d'après, mais on en est encore là, nous. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsque on entend, nous, une rumeur dite par une personne, deux personnes, c'est plus une rumeur, ce sont des faits qui sont dits, et puis il faut qu'on soit capable de faire une enquête, ce qu'on appelle donc dans le protocole la recherche, l'enquête interne, et donc ça c'est la communication. Je dirais ça pour l'instant. Nous, en termes de communication, on en est là. Non, très intéressant. Je rappelle juste, puisqu'on parle de présomption d'innocence, et que du coup, pour faire un petit rappel, que donc, la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la justice, c'est-à-dire qui ne nous concerne pas nous. Et comme tu le dis, en tant qu'employeur, peu importe que la victime ait porté plainte ou pas, la présumée victime ait porté plainte ou pas, il faut, comme tu le dis, mener une enquête interne. Et donc, on a tous et toutes le devoir de mener des enquêtes internes quand il y a des accusations de violence ou autres infractions pénales. Je me tourne vers toi, Caroline, parce que donc, toi... Tu es directrice de la communication d'audience qui opère la cellule d'écoute justement des actrices culturelles qui vivent des violences sexistes et sexuelles. Ça fait quelques années que ce protocole est en place. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler quelle est cette cellule d'écoute, en quoi elle consiste et comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors oui, c'est une cellule d'écoute psychologique et juridique qui a été mise en place suite à vos assises qui avaient eu lieu au CNC en 2019. C'était une annonce du ministre de la Culture. C'est une cellule d'écoute qui est financée d'ailleurs en grande partie par le ministère de la Culture, à hauteur de 250 000 €, mais également par la FESAC, par les partenaires sociaux, par des partenaires comme la SACEM pour la musique. C'est une cellule multisectorielle qui concerne le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi la musique, le spectacle vivant, le secteur de l'édition qui vient de rejoindre la cellule. Elle s'est ouverte également aux auteurs,
et plus récemment aux espaces de loisirs. Donc c'est vraiment une cellule qui est en train d'être mutualisée et ça permet qu'elle ait une plus grande force de frappe. Parce que plus il y a des cas qui sont signalés, et on arrive à près de 1000 appels là, depuis sa création en 3 ans, plus les psychologues et les juristes, les avocats qui accompagnent les personnes qui appellent, donc c'est les victimes ou les témoins qui peuvent appeler cette cellule. Donc vous avez le Kakemono qui est là, et donc c'est un numéro gratuit, bien sûr, qui est anonyme. Vous avez aussi des tote bags à la sortie avec des flyers et des autocollants qui peuvent être collés justement dans les toilettes, parce que c'est souvent l'endroit où les victimes peuvent se réfugier. Donc voilà, vous avez des exemples. Il y a des kits de communication. Il y a un site dédié où vous pouvez faire une demande de façon très pratique, demander un kit de communication, et nous, audience, et il y a Nadia qui est dans la salle, Nadia Bouvard, qui est la référente pour audience, on vous envoie sur les tournages, typiquement, on peut vous envoyer des kits de communication tout simplement pour pouvoir faire de la prévention. La prévention, c'est vraiment essentiel, et toutes les notions sont décrites dans les flyers. On vous explique ce qu'est un viol, ce qu'est le harcèlement sexuel, ce que sont des violences sexuelles, et aussi la notion d'emprise. Parce que nous, on souhaite avant tout faire de la prévention, et on travaille beaucoup, notamment avec Agnès Salle au ministère de la Culture, avec le CNC, sur ces notions-là. La notion d'emprise, c'est aussi le fait, parce qu'on s'aperçoit, on a quelques statistiques, que 70% des appels sont le fait de supérieurs hiérarchiques. Et donc parfois, comme vous l'expliquiez, c'est très difficile, parfois sur un tournage, d'aller voir un référent si on sait qu'il a un lien avec le producteur. Parfois, on a besoin d'appeler anonymement. Et plus de 60% des appels aussi concernent des faits qui datent d'il y a plus d'1 an. Donc ça montre la difficulté parfois pour les victimes, qui sont à 87% des femmes, de parler. Et donc c'est important aussi d'avoir cette alternative et cet outil où on peut appeler et être écouté parfois très longtemps après le tournage, après les faits. Et nous, effectivement, on peut vous livrer les kits de communication, vous aider. On est là, audience, pour vous accompagner. Toute l'équipe de la cellule, on est là vraiment pour vous aider sur des cas concrets. Ça arrive très souvent aussi sur des festivals qu'on nous appelle. Donc typiquement, si vous avez à nouveau un cas, n'hésitez pas à nous appeler, on peut effectivement vous aider. Et puis derrière, il y a tout un comité de pilotage avec les partenaires sociaux et des faits qui peuvent être signalés au procureur de la République. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un moyen d'action puissant qui est de plus en plus connue, et n'hésitez pas à faire de la communication et à partager cette cellule pour qu'elle soit connue du plus grand nombre et qu'il y ait de plus en plus d'appels, même si ce n'est pas notre souhait, mais malheureusement, on s'est rendu compte que là, plus on communique, plus on a des appels, et voilà, c'est vraiment important d'en connaître l'existence. Merci. Est-ce que tu peux nous guider un peu et nous donner une idée de l'accompagnement qu'on peut avoir? C'est-à-dire si par exemple, moi j'appelle pour signaler quelque chose qui s'est passé sur un tournage. Quel est le suivi justement? Alors, tu peux appeler ou envoyer un mail parce qu'il y a des horaires, donc on ne peut pas être joignable 24 heures sur 24. Donc, si tu envoies un mail, tu es rappelé dans les 48 heures. Si tu appelles la cellule aux heures d'ouverture, il y a une assistante sociale d'abord qui va répondre, qui est une assistante sociale audience et qui connaît très bien ces sujets-là et qui va pouvoir t'orienter vers soit un accompagnement psychologique, soit, ça peut être les deux, un accompagnement juridique. L'accompagnement psychologique, c'est des psychologues, cliniciennes, qui sont formés sur ces sujets-là, sur ces notions d'emprise, parfois de métiers paillettes. Enfin, dans la culture, on a quand même, et le cinéma, c'est quand même un secteur très spécifique, avec des horaires décalés, avec une frontière assez poreuse entre la vie privée et la vie professionnelle, avec des rapports de domination, avec ces notions d'emprise. Et donc, c'est des psychologues qui connaissent bien ces métiers-là et qui commencent à avoir beaucoup de cas, et donc qui vont vous guider et vous écouter avec cette oreille-là. Au niveau juridique, il y a aussi une aide. On s'aperçoit que beaucoup de victimes finalement ne portent pas plainte, d'abord pour des raisons financières, ça coûte très cher de porter plainte, et puis pour des raisons réputationnelles. Donc nous, les avocats sont là pour les rassurer. On a le droit à 3 séances gratuites en gros de conseils juridiques, et puis ensuite on les oriente par exemple vers une aide juridictionnelle pour que leurs frais judiciaires soient pris en charge, et parfois on peut aussi demander des aides exceptionnelles en lien avec le CNC et le ministère de la Culture pour accompagner des victimes, pour qu'elles puissent se défendre, parce qu'en face c'est des
personnes parfois très puissantes, qui, elles, n'ont pas de problème pour payer des frais d'avocat sur des années, faire traîner. Et puis, en face, elles ont des personnes très vulnérables, qui ont vraiment du mal qui ont besoin d'être accompagnées. C'est pour ça qu'elles mettent du temps parfois à se décider à porter plainte. On n'a que seulement 4% des cas qui se traduisent par des plaintes. Donc, c'est pas... Ça montre que... Et puis derrière, il y a une justice qui est très lente, où on s'aperçoit que finalement, il n'y a que 2% des affaires qui vont déboucher sur une condamnation. Donc c'est vrai que c'est assez décourageant, mais nous on est là pour les accompagner et pour leur dire allez-y, il faut que les choses évoluent et il faut que justice soit faite. Merci beaucoup. Juste pour terminer sur cette partie-là, j'aurais bien voulu savoir, tu dis qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel à cette cellule. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de cas que vous gérez par année au fil des années? Oui, là, on est quasiment à presque à 1000 appels depuis 2020, sachant que la cellule est née dans une période de crise sanitaire. Donc, ça a été très compliqué, d'une part, de communiquer, et puis, d'autre part, il n'y avait pas vraiment de cas, puisque les situations à risque, c'est les tournages, les tournées, les fêtes de fin de tournage, ces moments-là qui n'avaient pas lieu, même quand il y avait des tournages pendant la crise sanitaire, il n'y avait pas tous ces moments festifs. Donc c'est monté en puissance, et là on a eu quasiment autant d'appels au premier trimestre 2023 qu'en un an de fonctionnement de la cellule en 2022. Donc c'est vraiment, on sent une montée en puissance, et puis la parole, je ne vais pas dire que la parole se libère, je vais dire que l'écoute se libère. En fait, on écoute mieux, et donc les victimes osent parler. Alors j'ai une question pour vous 5, à savoir, une fois que les faits sont avérés, c'est-à-dire si on est témoin nous-mêmes d'une agression sexuelle, par exemple dans le cadre d'un tournage ou d'un festival, ou qu'on commence à savoir qu'on sait, exemple Gérard Depardieu, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de plainte? Est-ce qu'on continue de faire tourner ces personnes? Est-ce qu'on continue de les programmer? Est-ce qu'on les bannit à tout jamais de la société? Et puis, au bout d'un moment, il n'y aura plus personne pour faire des films. Qu'est-ce qui est prévu? Non, mais je pense que c'est une vraie question qui se pose aussi au-delà des tournages, de savoir qu'est-ce qu'on fait des agresseurs, agresseuses et des personnes qui commettent des violences sexistes et sexuelles. Alors nous, en l'occurrence, quand il y a eu cette agression sexuelle, nous n'avons pas su qui c'était puisque la personne, la victime, n'a pas reconnu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Gérard Depardieu, je pense on serait très mal à l'aise à l'idée de l'inviter, donc voilà, on ne l'inviterait pas, je pense. Je pense que c'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir, et ça me serait très difficile de répondre là en 30 secondes de réflexion. Voilà. Après, évidemment que les gens qui commettent ce genre d'actes, et on le sait tous, évidemment qu'il faudrait ne pas les faire travailler. Moi, je serais plutôt dans ce groupe-là, de dire non, ces gens-là ne peuvent pas collaborer normalement, dans des conditions normales avec leurs collègues. Donc en fait, c'est pas possible de les refaire travailler. Après, d'un point de vue pénal et juridique, ça c'est une question qui m'appartient pas, à laquelle j'ai même pas envie de répondre, mais parce que j'ai pas les notions. Mais évidemment que pour moi, on va peut-être pas stigmatiser complètement, quoique allons-y, stigmatisons Gérard Depardieu. Pour moi, il ne faudrait pas faire travailler cet homme, parce que c'est pas possible de travailler avec lui, quoi. Oui, non, je vois pas bien comment... alors là, je parle vraiment à titre personnel, mais Gérard Depardieu, j'ai presque envie de dire, c'est une question facile. Qui va avoir envie d'engager un individu qui a des propos pédophiles? On a vu les images récemment. En fait, ma préoccupation, c'est plutôt... est-ce que je serais capable d'engager quelqu'un pour lequel il y a une suspicion, il n'y a pas de... L'enquête est en cours, il n'y a pas de fait juridique avéré à l'envers de cette personne, à l'encontre de cette personne. Et ça, c'est une responsabilité très lourde en tant qu'employeur de dire à un réalisateur, une réalisatrice, j'ai entendu des choses sur tel acteur, telle actrice, je ne le sens pas. Ça, c'est une vraie question. C'est pas Gérard Depardieu. Lui, c'est fini. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je veux dire,
je n'engagerai jamais cette personne. Donc, personnellement, si je pense dans mon intime conviction, et j'ai des preuves à l'appui, que tel technicien ou tel acteur ou tel cinéaste a des affaires en cours, moi, personnellement, je préfère ne pas engager cette personne. Mais ça, c'est très personnel. Je pense que, je veux dire, il faut maintenant s'employer pour que il y en ait de moins en moins. C'est surtout ça, le projet. Le cinéma français. C'est surtout ça. Moi, c'est vrai que je voudrais dire que, par exemple, cette année, on a une personne aussi de l'équipe du festival qui est venue nous voir en nous disant, voilà, moi j'ai un problème avec cette personne qui a eu un geste déplacé, voilà, donc moi si je dois retravailler avec vous, je ne veux pas travailler avec cette personne. Et donc nous, cette personne-là, par exemple, on ne la refera plus travailler. Voilà. Mais c'est très délicat parce qu'il peut y avoir des cas inverses où, justement parce que ce sont des équipes dans des vases clos qui ont voilà, des amitiés, peut-être des griefs sur des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec les VHSS et qui peuvent entraîner des suspicions malheureuses. Et je pense que ça, c'est vraiment... c'est de l'ordre de la responsabilité de l'employeur d'évaluer ça. Mais pour évaluer ça, je pense qu'on a besoin de référents, d'outils, d'acteurs qui ne font pas partie de l'industrie. Moi, je pense que ça, c'est très important de se faire aider de médiateurs, juristes, de psychosociologues qui ont l'habitude de travailler avec des équipages dans des compagnies aériennes qui sont de la même manière embarqués loin de chez eux. Le privé, le travail, c'est complètement entremêlé. Des équipes sportives, il y a des protocoles, des cadres qui sont posés par des gens extérieurs. Et je pense qu'on ne doit pas nous considérer qu'on est en dehors, affranchi de toute règle qui s'applique à d'autres secteurs. Caroline Regard. Oui, je voulais parler aussi de cette assurance coupure de tournage qui avait été annoncée par le CNC avec l'assureur Rubini. On peut aussi, je pense que l'argument financier et aussi ces formations qui sont étendues, bien les producteurs, quand ils sortent de ces formations de 4 heures, ils sont assez sonnés. Ils se rendent compte que s'il y a quand même un problème sur leur tournage, les risques auxquels ils sont exposés, même pénalement, sont quand même assez forts. Donc je pense que cet argument-là et cet argument financier aussi de dire si jamais il y a un problème, on peut arrêter le tournage, le suspendre. Alors avec des grandes stars comme Depardieu, ça peut être compliqué parce que c'est vraiment, je pense, je ne sais pas à quelle hauteur l'assurance couvre, mais à mon avis, elle est vite couverte. Mais en tout cas, je pense que plus les gens vont être formés et plus, justement, avec cette extension des formations, plus les gens vont être au courant, et plus ils vont recadrer aussi ces gens-là. Je pense qu'il y a des acteurs ou des techniciens qui ont besoin d'être recadrés aussi de façon très ferme, et c'est des gens à qui on n'a jamais rien dit, à qui on n'a jamais rien osé dire. On parle de monstres sacrés, ça veut dire ce que ça veut dire, mais il y a un moment, il faut aussi dire ce n'est plus tolérable et que la peur, elle change de camp. Et je pense que de moins en moins de producteurs vont avoir envie de s'engager dans des films avec des personnes à risque. C'est aussi leur dire, mais tu n'es plus bankable, parce que si jamais il y a un problème avec le film, on voit le dernier film, ça a été une catastrophe. Il a fait presque aucune entrée en salle. On voit que de plus en plus de films ou de séries qui sont programmées avec des personnes mises en cause pour agression sexuelle, finalement, il n'y a plus de pub derrière, il n'y a plus de communication, et le film ou la série, elle sort dans un silence assourdissant. Donc, c'est risqué pour tout le monde, finalement. Et donc, tout le monde a à y gagner, à ce que ces violences sexuelles et sexistes s'arrêtent. Et puis ça passera aussi par plus de parité. On est dans un monde très masculin, donc au final on tolère, il y a une certaine omerta sur ces sujets-là, mais plus vous agirez, et le collectif, vous êtes en première ligne là-dessus, pour qu'il y ait plus de femmes formées dans les écoles de cinéma, notamment au niveau des métiers techniques, moins ce genre de situation se produira. Donc c'est un travail au long cours et de longue haleine, mais on va y arriver. On voit que les choses évoluent lentement, mais je pense que
que la lumière est au bout du tunnel. Et ça, Clémentine, c'est peut-être le grand changement de ces dernières années. C'est-à-dire que, typiquement, dans le complément d'enquête sur Gérard Depardieu, on voit très bien que tout le monde sait. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus sur des détails subtils qu'on pourrait peut-être pas voir, qui se passent en loge, etc., et qu'on a du mal à prouver. Même si je rappelle que le problème principal des violences sexistes et sexuelles, c'est que par définition, souvent, elles ne se voient pas et on ne peut pas les prouver. Enfin, c'est difficile, en fait, si on ne va pas tout de suite porter plainte ou s'il n'y a pas de vidéo de surveillance, de prouver un viol ou une agression, ne serait-ce que de prouver le non-consentement. Et j'ai l'impression que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un changement, c'est aussi le fait que maintenant, ça impacte le portefeuille, c'est-à-dire on touche au portefeuille à partir du moment où on sait qu'il y a eu des violences sexistes et sexuelles sur un tournage, ou même parfois même harcèlement moral, etc. On sait que, enfin, j'ai l'impression que ce qui fait que ça bouge un petit peu, y compris chez les chaînes, les diffuseurs, les distributeurs, c'est le fait que ces affaires-là se retrouvent sur la place publique et que le public décide de ne plus aller en salle et de ne plus aller voir des films d'agresseurs ou qui montrent des agresseurs ou des violeurs. Je parle masculin, puisqu'on sait que c'est quand même en majorité masculin, mais ça s'adresse aussi aux films et aux actrices harceleuses. Est-ce que la société a évolué plus vite que le cinéma ? Oui, je pense que oui, la société évolue. Et moi, j'aimerais quand même rappeler que la violence, elle est vraiment culturelle et inhérente à notre secteur, en fait. Et je pense que c'est aussi important d'admettre qu'on n'a pas forcément une réflexion qui est totalement aboutie sur quoi faire. Parce que quoi faire de Gérard Depardieu ? Enfin, moi, je pense que depuis que j'ai commencé à travailler dans le cinéma, on m'avait parlé de Gérard Depardieu. Donc, par chance, j'ai jamais eu affaire à lui. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Karine, quoi faire de gens qui sont, en fait, qui sont parmi nous, parce qu'en fait, la violence, qu'elle soit morale et qu'elle soit sexiste ou sexuelle, elle est vraiment culturelle. Et je pense que vraiment, il y a à travailler, à se rééduquer, et j'ai vraiment hâte du moment où on entendra des personnes dire, enfin là, il commence à y avoir des premiers pas avec, par exemple, Anouk Grimbert qui dit « j'ai été complice de ça ». Même si on se doute bien du fait qu'elle n'a pas elle-même commis ces violences-là, en fait, qu'elle se dise complice, c'est déjà un premier pas, je trouve. Et je pense que c'est important, en fait, que tout le monde ait l'humilité de dire ouais, en fait, j'ai participé à ça parce que j'ai pas su comment faire, j'étais sidérée. Et j'espère qu'il y a un moment aussi où des agresseurs ou des agresseuses seront capables de dire j'ai vraiment merdé, je suis désolée, je me suis éduquée depuis, j'essaye, parce que je me dis qu'effectivement on ne va pas pouvoir supprimer ces personnes de la société, c'est-à-dire que Gérard Depardieu, ok, il ne va plus bosser, mais il existe encore. Enfin, en fait, il y a aussi, pour moi, le monde, même si on parle de travail, le monde ne s'arrête pas là, quoi. Et je pense qu'il faut quand même toujours le garder en tête et vraiment réfléchir à cadrer vraiment, voilà. Encore une fois, il faut toujours mieux cadrer les situations de crise et arrêter de les minimiser parce que il est comme ça ou elle est comme ça. Cette personne a l'habitude de balancer des chaussures sur les gens, mais c'est pas grave, comme ça, les films sont super. Bah non, en fait, on fait pas ça. Je veux dire, depuis quand on a le droit d'humilier des gens comme ça ? Enfin, en fait, ça me continue de me choquer. Et vraiment, je pense que c'est tant mieux en fait que les choses se passent. Je pense qu'on est dans un entre-deux en fait où certains films, enfin ceux dont on a parlé récemment en s'entretenant avec des institutions et puis des producteurs et productrices, c'est qu'au collectif 50-50, les histoires pour lesquelles on nous contacte ou dont on entend parler sont aussi des histoires qui concernent plutôt le monde du cinéma indépendant, qui connaît le collectif, en fait, qui est déjà un tout petit peu sensibilisé. Ça se passe aussi sur des films sur lesquels la parole a eu tendance à se libérer parce que les gens évoluent, parce que peut-être les équipes sont un peu plus jeunes aussi, qu'il y a justement une culture qui évolue un peu. Et donc nous, on a surtout, je pense qu'on est dans un entre-deux, on a surtout vent de choses qui se passent sur des films plutôt indépendants,
qui peuvent être perpétrées par des personnes qui peuvent être elles-mêmes victimes de discrimination. Enfin, c'est un entre-deux qui est très, dans lequel je trouve qu'il est très difficile de naviguer sereinement, mais qu'il faut essayer d'être quand même aussi à se dire, enfin, juste on se comporte pas mal avec les gens, en fait, faut arrêter ce truc-là. Et pour le coup, voilà, on ne reçoit pas vraiment de signalements, enfin, même si c'est pas notre rôle de recevoir des signalements, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup vent de choses qui se passent sur des très gros films, parce que les très gros films, nous, on n'est pas vraiment identifiés par ce domaine-là. Donc c'est de la même manière que Mediapart n'a pas beaucoup d'alertes concernant des politiques d'extrême droite. Bah, ils ont beaucoup d'alertes qui concernent des politiques de gauche. Voilà, je pense qu'on est un peu au même équivalent. Enfin, en sachant que notre rôle n'est pas d'être des lanceurs d'alerte, nous, ni une cellule d'écoute. Ça, c'est Audience. Est-ce que justement le problème n'est pas aussi inhérent à la manière qu'on a de travailler dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps de la grande famille du cinéma, de se protéger les uns les autres, les unes les autres, et j'ai l'impression que peut-être que le fait justement d'élargir aussi les équipes et de sortir d'un entre-soi, c'est-à-dire tous les enjeux justement de parité, de faire venir des nouveaux talents issus de différents milieux socioculturels, est-ce que ça pourrait pas permettre de peut-être rééquilibrer ce clan qui est quand même très... Enfin, il n'y en a pas beaucoup des clans dans la famille du cinéma, il y a 2-3 familles, mais j'ai l'impression que c'est aussi un entre-soi qui fait que c'est difficile de prendre la parole et de s'exprimer au risque de se mettre à dos, enfin de plus pouvoir travailler. Il y a plus de 2-3 familles. Ok, elles se ressemblent quand même beaucoup. Hein. Ouais. Tu veux répondre ? Oui, en tout cas, ce que les techniciennes et techniciens nous font souvent remonter, c'est que oui, beaucoup ont très peur c'est-à-dire que même si actuellement les techniciennes et techniciens ont tendance à avoir du travail, etc., la précarité inhérente à leur fonction fait que tout le monde a peur en fait de ne pas retravailler, c'est-à-dire qu'on joue son poste suivant sur un film actuel. Donc on est en perpétuel sentiment je pense un peu d'entretien d'embauche ou en tout cas de confirmation qu'on va pouvoir retravailler. Et ça c'est sûr que voilà, culturellement il y a ce truc-là. Il y a aussi le fait que ce soit dans des temps donnés. Donc ce à quoi j'ai pu assister moi, c'est aussi des situations insupportables et ingérables humainement, si on les imagine s'étendre sur des années. Mais quand ça dure 2 mois, en fait, les gens se disent, pas grave, après je serai plus là, quoi. Et donc il y a aussi ce truc de se dire, allez, je prends sur moi, mais après ce sera passé. Mais finalement, beaucoup s'aperçoivent que non. Après, en fait, ça passe pas parce que ça marque aussi d'être témoin de violence ou d'en être victime. Et oui, les gens craignent de ne pas retravailler. Et à ce sujet, je pense que c'est aussi important que ce dont on parlait, là, les référentes et référents harcèlement. Pour l'instant, en général, il y a une personne qui est référente. Je pense que c'est très important qu'il n'y en ait pas qu'une sur le plateau et surtout que ces personnes-là ne soient pas en charge de mener des enquêtes. Parce que pour l'instant, ce qui est prévu dans la fonction de référent et référente harcèlement, c'est qu'on puisse mener les enquêtes. Alors que toutes les personnes qui ont suivi cette formation se disent « mais je ne pourrais pas du tout faire ça ». Et au collectif 50-50, nous, on milite pour que ce soit une entité neutre, en fait, des organismes qui sont spécialisés là-dedans, parce que ça existe en plus, il y en a plein. Enfin, il y en a plusieurs qui s'occupent de mener ces enquêtes et qui soient des organismes qui ne vont pas ni être estampillés « je suis de la production, donc je vais prendre la défense de la partie production et du côté un peu financier », ni les techniciens, parce que voilà, il y a une difficulté de communication souvent entre les techniciens et la production. Avant que tu réagisses, parce que c'est aussi à toi que je m'adresse, j'imagine que c'est aussi une problématique qui peut avoir lieu typiquement sur des festivals, entre des productrices, producteurs et des financiers, enfin des personnes qui financent, des acteurs, des chaînes, c'est-à-dire ces questions-là de s'exprimer et de parler, elles prennent aussi en compte les enjeux, par exemple de toi, productrice, pour faire vivre les films que tu vas produire. Oui.
De toute façon, les questions de hiérarchisation et de pouvoir liées à l'argent, elles sont à tous les endroits. Mais je voulais juste rebondir sur l'arrivée de la jeune génération, et tu posais la question de est-ce que ça change. Et Clémentine, toi, tu disais que c'était pas évident pour elle et eux de parler. Moi, j'ai l'impression de l'inverse, c'est-à-dire que j'apprends beaucoup de la nouvelle génération, et même à d'autres endroits que les VHSS. Dans ma propre entreprise, simplement sur des questions de ressources humaines, d'équilibre du travail, d'horaire de travail, j'ai énormément appris à leur côté. Et je me suis même formée pendant 1 an sur des outils de ressources humaines, de délégation, de prise de responsabilité, de temps de travail, enfin de 1000 choses. Donc, moi, j'ai énormément d'espoir sur le fait que, comme on est dans un nouveau monde, nous, les quarantenaires, cinquantenaires, qui sommes donc à la tête de très petites entreprises, on n'a pas le choix d'être en fait en mouvement. Ils sont, je dis ils, elles sont, c'est-à-dire les gens avec qui nous travaillons, que nous employons, sont en avance sur nous. Donc ça se répercute sur les décisions qu'on doit prendre, nous, de formation, de mise en place du cadre du travail, tout ce dont on a parlé. Et sur l'aspect financier, un film qui est entaché par une affaire, tu disais comment on fait, il perd de l'argent. Nous, on a des questions qui sont bien en amont, en fait. Ça, c'est sûr que ça existe, mais c'est aussi des questions qu'on doit, nous, en ce moment, prendre à bras-le-corps, et on le fait avec les assureurs, pour avoir le temps de la réflexion sur un tournage qui se passe mal, d'être débarrassé, si je puis dire, de la contrainte de les jours passent et le problème empire, je ne sais pas quoi en faire, et d'avoir cette possibilité de mettre en action avec tous les partenaires, audience et des intervenants qui seraient éventuellement autres, avec le CCHSCT par exemple, et d'autres intervenants qu'on est en train de rencontrer. Caroline, j'ai une dernière... Oui, vas-y. Juste par rapport à cette histoire de génération et de nouvelle génération et de ce que la nouvelle génération pourrait apporter de nos jours, moi je rejoins tout à fait Karine. Je vois que la nouvelle génération, on va dire les 25 ans qui arrivent sur les plateaux, n'ont pas du tout le même rapport que nous au travail. Et même par rapport au rapport humain. Par exemple, moi, le seul cas que j'ai eu à gérer quand j'étais référente harcèlement, c'est 2 jeunes femmes de 25 ans qui sont venues me voir en me disant « Écoute, c'est pas possible, en fait, notre chef nous parle super mal, on peut pas travailler dans ces conditions-là. » Moi, je suis restée abasourdie. Je me suis dit « Ah ouais, d'accord. » Donc, en fait, on a le droit de venir voir quelqu'un pour dire que son chef parle mal. Moi, je me dis « Putain, ça fait 20 ans que je me fais mal parler par plein de gens. Je n'ai jamais rien dit. » Elles arrivent du haut de leurs 25 ans. Je me suis dit, putain, c'est les nanas du 21e siècle, je suis épatée, quoi. Et vraiment, je me suis dit que c'était très nouveau. Et en voyant un peu tous ces jeunes techniciens, je vois qu'il y a vraiment une mentalité qui change beaucoup. Que le travail, c'est important, que c'est un lieu d'émancipation, etc. Mais c'est pas un lieu où on va subir tout et n'importe quoi. Et ça, je pense qu'en effet, on a beaucoup à apprendre d'eux. Vraiment. Et juste autre chose, aucun rapport, mais concernant le fait que les référents harcèlement... en fait, les équipes de tournage, pour travailler avec eux toute la journée, hein, c'est un équilibre très fragile, en fait, une équipe de tournage. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Il faut faire attention à comment les gens coopèrent entre les uns les autres, les rapports humains. On n'est pas formé dans une grosse société, on a des cours de managing, en fait, avec des chefs de poste et des cadres qui sont formés à travailler avec leurs équipes. Nous, sur les plateaux, on n'est pas formés à ça. Donc on arrive avec nos capacités de techniciens, de connaissances techniques, notre expérience, etc., et nos capacités humaines pour gérer nos équipes. Et bon, moi, en l'occurrence, plein d'autres équipes, alors que j'ai pas forcément la formation qu'il faut. Donc je m'aide avec ce que j'ai en magasin, en fait, pour faire un peu avec mes propres outils, pour faire en sorte que ça se passe bien.
C'est particulier quand même, parce qu'encore une fois, dans n'importe quelle société, c'est de plus en plus courant d'être formé à la gestion humaine et au managing. Et c'est vrai que notre exercice professionnel nous demande d'être très efficace dans un temps hyper record, qu'on a beaucoup de pression. Alors, on n'opère pas des gens à cœur ouvert, hein, les chirurgiens ont énormément de pression, il y a des vraies questions de vie ou de mort, c'est pas vraiment notre cas, mais ce qui est sûr, c'est que notre métier est forcément on est très sous pression. Et donc tout ça, mis bout à bout, la pression, le fait de ne pas être formé, etc., ça rend l'exercice de la gestion d'équipe un peu particulier quand même, hein. Le harcèlement, là on parle de deux choses, on parle à la fois des VHSS et du harcèlement moral. Le harcèlement moral, je pense qu'il faut dissocier entre deux choses, entre les gens qui sont harcelants, malades, qui ont besoin d'être aidés, etc., et les gens qui sont sous pression. Ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est un vrai problème. Bon, c'est pas le sujet de la discussion, mais c'est un vrai problème qu'on retrouve dans les équipes. Et concernant le référent, je suis assez d'accord avec vous, mesdames, pour dire que c'est compliqué en fait d'avoir un référent qui se responsabilise des problématiques de violence et de harcèlement sexuel sur un plateau et qui se retrouve un peu tout seul à devoir gérer une question pour laquelle, même s'il a fait la formation de 3 jours, il n'est quand même pas thérapeute. Il peut écouter, mais de là à percuter, rebondir, etc., c'est quand même une grosse responsabilité, je pense, pour quelqu'un qui est technicien et qui vient faire son métier de technicien. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on demande au référent, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il n'est pas seul, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les équipes de tournage, c'est fragile, on ne s'entend pas forcément bien avec tout le monde, des fois on s'entend bien avec tout le monde, c'est super. Moi je suis première assistante mise en scène, j'ai un rapport au réalisateur qui est particulier, j'ai l'impression d'être pareil avec toute l'équipe, mais j'imagine que mes collègues peuvent avoir des images de ce qu'est un assistant de mise en scène qui plaque sur moi et que je ne serai pas forcément la personne la plus apte à qui aller parler en fait. Donc je pense qu'en effet, c'est super que ce chantier qui est déjà fort avancé continue à avancer, mais il y a une réflexion vraiment globale sur comment on fait pour mettre les choses en place et que ça corresponde vraiment à l'identité même d'une équipe de tournage. Je pense que c'est important de ne pas passer à côté de cette question-là. Merci. Caroline, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions du public. Vous pouvez mettre des petits cœurs pour faire remonter les questions que vous préférez. Et enfin, non, c'était pas une blague, c'est vraiment sur Spark Up, vous pouvez mettre des cœurs sur les questions que vous avez envie de poser, comme ça je vois celles qui sont le plus posées. Caroline, est-ce que la cellule d'écoute d'audience, elle s'adresse aussi aux personnes qui ont commis des violences ou qui ont été agresseurs et qui cherchent à rattraper le coup, parce qu'on a parlé de mea culpa, c'est vrai que c'est très rare, mais est-ce que c'est aussi un endroit où on peut accompagner des personnes qui ont eu des comportements abusifs et déplacés et qui cherchent à comprendre déjà pourquoi ils l'ont fait et surtout comment faire pour pour rattraper le coup? Alors, c'est une cellule qui s'adresse aux victimes et aux témoins, mais bien sûr, alors elle est anonyme, donc moi, je n'ai pas le détail, hein, et heureusement, des cas qui sont remontés. Mais effectivement, si un agresseur appelle, je pense que nous, on va l'accompagner on va l'orienter vers un psychologue ou un psychiatre. On a aussi un centre médical qui s'appelle le pôle santé bergère, où il y a plus de 60 médecins. On va essayer de l'accompagner avec une permanence psychologique, en effet. Donc on va l'accompagner plutôt vers un accompagnement individuel. Mais évidemment, on ne va pas le laisser dans la nature. D'accord. Et il n'y a pas de médiation qui sont prévues, par exemple? Il n'y a pas de possibilité, puisqu'on a parlé de justice, mais pas de médiation entre, prenons un cas par exemple, de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral d'ailleurs, et de victimes de harcèlement. Il n'y a pas de protocole mis en place pour organiser des médiations quand on n'a pas forcément envie de porter plainte, mais qu'on n'a pas envie qu'on nous parle mal. Alors moi, je ne crois pas avoir eu de cas jusqu'à maintenant qui ont été remontés, mais en tout cas, le nécessaire sera fait si ça arrive, ça c'est certain. Alors, je passe aux questions. Alors, la question qui a le plus de cœur est comment le CNC pourrait se positionner en termes de sanctions alors que son président est actuellement jugé pour une affaire d'agression sexuelle? Je n'ai fait que lire les questions qui sont posées. Alors, on va passer le micro au CNC.
Je suis un peu consternée de cette question, mais bon, c'est pas très important ce que je pense. Le CNC a une politique publique de prévention des violences sexistes et sexuelles qui s'inscrit dans les obligations qui sont faites aux employeurs. En l'occurrence, le Code du travail définit ces obligations de prévention, d'action, de sanction. En aucun cas, nous ne sommes juges, ce n'est pas notre rôle. Le rôle du CNC, c'est de définir des politiques publiques et d'accompagner les transformations de la filière. Si vous considérez que, parce qu'il y a une mise en cause du président du CNC, le CNC devrait cesser d'agir, je pense qu'on ne serait pas au bon endroit. Voilà. Donc je me permets de dire que la question pour moi n'est pas si fondamentale que ça, alors que nous définissons une politique publique qui vise justement à faire bouger les lignes. Et c'est ça l'essentiel. Alors par ailleurs, je voudrais juste rappeler une petite chose. Les formations qui sont proposées au CNC, mais qui sont aussi proposées à l'AFDAS, qui sont proposées par la CST, sont des formations qui sont des formations juridiques, c'est-à-dire qui rappellent le cadre qui est fixé par le Code du travail et par la loi. Et c'est extrêmement important d'être à cet endroit-là, parce qu'on n'est ni thérapeute, ni médiateur, on n'est pas plus juge, mais le cadre qui s'impose à nous est un cadre qui est celui du travail. Comment l'exercice de nos activités professionnelles se fait et comment la loi et le Code du travail encadrent l'exercice de nos activités. Et c'est ça qui est hyper important de rappeler aux collectifs de travail, que ce soit sur les tournages, en amont des tournages, sur les festivals et autres, c'est quelles sont les règles du jeu. Et ces règles du jeu, elles n'ont pas à être franchies. D'accord. Je profite que vous ayez le micro, parce qu'il y a d'autres questions qui concernent la formation. Alors, il y a des questions pour savoir, est-ce que cette formation, elle sera généralisée également aux comédiens et comédiennes? Et j'ai la même question pour les scénaristes. Alors, la formation sur les tournages, c'est tout le collectif compris. Réalisateurs, comédiens, techniciens, la prod. La question qu'on va évoquer avec les partenaires sociaux, donc avec les organisations syndicales, c'est justement le périmètre, qui suit la formation, quand, comment. Donc oui, la formation s'adresse à l'ensemble du collectif du tournage. Sur les scénaristes, je rappelle que les scénaristes, quand ils sont auteurs, ils ont la possibilité de bénéficier des formations de l'AFDAS. Ces formations ne prennent pas sur leur quota d'heures de formation, donc ils peuvent bénéficier des formations à la prévention des violences sexistes et sexuelles que l'AFDAS propose, et qui sont bien évidemment des formations gratuites. Merci. Clémentine, on me demande qui sont les organismes neutres qui font les enquêtes en cas de situation de VHSS, et ces organismes sont-ils abordables pour les petits producteurs de films à petit budget? Alors, je n'ai pas la liste des prix. Alors ça, franchement, je suis désolée, mais je ne serai pas en mesure de répondre aussi précisément que ça. En revanche, on a normalement sur SparkUp disponible un annuaire, si je ne me trompe pas, je ne vois pas Fanny ni Clémence, mais si je ne me trompe pas, ça a été mis comme ressource. En fait, le collectif a recensé un certain nombre d'organismes qui peuvent jouer ce rôle, en fait, soit de médiateur ou de mener des enquêtes. Donc voilà, nous, on avait suivi au sein du collectif la formation avec EGAE, qui peut également se charger d'enquête, mais on a trouvé d'autres ressources. Vous entendrez cet après-midi l'atelier Marcel, qui propose aussi des formations. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elle mène des enquêtes. En tout cas, vous pouvez trouver les différentes coordonnées. Et en revanche, pour ce qui est de la gestion financière, je suis désolée, mais là, j'ai pas une réponse assez précise pour pouvoir y répondre. Tu as une réponse? Non. Nous, côté audience, ça nous arrive de mettre en place des cellules d'écoute internes, mais ça concerne plus les entreprises, mais ça peut arriver dans des sociétés de production, par exemple, quand il y a dans le cadre d'une enquête. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Merci. Alors, il y a une personne qui dit « Productrice, pour avoir agi et protégé une équipe d'un cas de harcèlement et racisme sur un tournage, j'ai une subvention bloquée. Nous sommes formés, nous devons agir, mais les conséquences sont énormes pour les petites prods et toutes les institutions ne sont pas sensibilisées. » Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Non, c'est pas une question. Merci. Ensuite, oula, ça sort l'article du Code du travail. Alors, selon l'article L4121-1
du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Nous sommes toutes d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, alors, pas de questions dans la salle. On passe par le Spark Up. C'est comme ça qu'on trouve les... C'est démocratique maintenant. Comme ça, on a aussi les gens de YouTube. Alors, quid de rajouter dans tous les contrats de travail du métier une clause qui dit que la salarié est obligé de communiquer toute suspicion de violence sexiste, physique et morale auprès de la personne référente durant le tournage. Alors, très intéressante proposition. Je voulais préciser, parce que ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais qu'il y a déjà des productions, des boîtes de production, mais bon, c'est évidemment des personnes qui sont assez engagées, qui incluent dans les contrats de travail. Et d'ailleurs, dans le kit de prévention VHSS, il y a un exemple en fait, de paragraphe à rajouter dans les contrats pour justement que les techniciennes et techniciens qui sont engagés sur les tournages et à signer dans ce contrat le fait que non, on n'a pas le droit de mal se comporter, même si ça devrait couler de source. Mais en tout cas, il y a vraiment il y a des précisions qui permettent en fait d'encadrer ça encore mieux. Il y a une possibilité d'ajouter dans les contrats. Et voilà, je sais qu'il y a déjà des producteurs qui font ce truc de la feuille de service, mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec ces personnes qui sont déjà actives, en fait, elles estiment que non, ça ne suffit pas et qu'effectivement, c'est important de former l'ensemble des personnes parce que, comme tu dis, en fait, c'est vraiment un équilibre très fragile qu'il y a au sein de chaque équipe qui est différente et que c'est vraiment la formation et le côté, en fait, aussi échange humain qui va pouvoir faire que ça va évoluer. Merci. Alors, quelqu'un dit, il y a un problème... Alors, attendez, je dis la question avant. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux questions complémentaires. Attendez, arrêtez de voter, s'il vous plaît, vous me bougez mes questions. Alors, il y a une personne qui dit « Il y a un problème systémique avec le comportement des hommes. Au final, cela signifie que beaucoup d'hommes n'ont même pas conscience de commettre des VSS, car leur éducation leur fait penser qu'ils sont dans leurs droits. Que faire contre ça sur les tournages pour prévenir ça ?» Et ne bougez pas, car j'ai vu la formation. Une question intéressante, c'est à la formation. Étendue à toutes et à tous. Et alors, j'ai perdu la question du monsieur. En tout cas, il y avait une personne qui disait... voilà. Non, j'ai perdu la question, mais il y avait un homme qui disait qu'on voit que la plupart des agresseurs et violeurs sont des hommes, et vous posez la question de savoir comment faire pour inclure les hommes de manière safe dans les protocoles contre les violences sexistes et sexuelles. Ah, c'est une fille, pardon. J'ai trop de bonnes intentions. Évidemment, c'était une fille qui a posé cette question, de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un référent... comment on fait pour gérer ça? Moi, je crois que j'ai pas très bien compris la question, je suis désolée. Alors, est-ce que la fille qui a posé cette question veut bien la poser à haute voix, parce que je ne lui retrouve pas? Merci. C'est tellement rare qu'on dise qu'on ne m'entende pas, parce que j'ai une grosse voix. Donc, bonjour, Myriam Sidikou, scénariste et réalisatrice et émergente. Donc, du coup, je découvre tout ça avec plein de choses sur les backstage. La question, c'était de savoir, vu que finalement, quand on parle de ces sujets-là, c'est surtout les concernés qui viennent. Or, les concernés ont souvent moins besoin que les agresseurs et agresseuses ou violeurs, violeuses d'être finalement confrontés à ces choses-là. Et finalement, c'est souvent des femmes, proportionnellement. Effectivement, il y a des hommes également. Mais comment faire concrètement, à votre mesure et selon votre expérience, pour inclure plus d'hommes dans le sujet? Puisque finalement, encore une fois, c'est toujours cette histoire de le féminisme, ça inclut les hommes, en fait. Donc, comment faites pour... Et la table ronde est géniale, j'ai rien à dire là-dessus. Ce sont des femmes qui en parlent, et elles en parlent très bien, à juste titre. Mais juste, comment on fait ensemble? Je pense que justement, le fait que les formations deviennent obligatoires,
c'est la réponse à cette insuffisance. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a eu la possibilité de voter du coup, pour savoir qui connaissait déjà les formations 1 jour, les formations 3 jours, référent ambassadeur. Ah d'accord, bon. C'est pas grave. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui a été constaté, c'est que les formations qui étaient donc déjà à disposition, mais qui n'étaient pas obligatoires, étaient essentiellement suivies par des personnes motivées. Donc les personnes motivées, c'est vrai qu'elles étaient très minoritairement, c'était très minoritairement des hommes hétéros. Donc la formation maintenant est censée, enfin celle à venir, est censée répondre au fait que ça n'a pas suffi en fait à sensibiliser l'ensemble de la profession et pouvoir former les hommes, parce qu'en fait, oui, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas eux-mêmes être des alliés de cette lutte, quoi. Les formations qui ont été obligatoires pour nous, chefs d'entreprise, producteurs, productrices, c'est vraiment un début de réponse à votre question. C'est-à-dire que dans notre... voilà, parmi les producteurs, hommes, il y a une réelle prise de conscience depuis qu'ils ont eu et qu'ils ont bénéficié de ces formations au CNC. Donc l'annonce faite ce matin, elle est très... elle va dans le sens de votre question, c'est-à-dire que tout le monde sera obligé d'être formé, et y compris les hommes pour lesquels on se dit... Enfin, on se dit rien, mais je veux dire, il arrive toujours de dire « Ah non, pas lui. Ben non, non, pas lui. Il est hyper cool, il est hyper sympa, il est respectueux. » C'est précisément ces hommes-là qui seront de toute façon formés, et pas que les intéressés, en effet. Merci beaucoup, c'est la fin de cette table ronde. Merci Johanna Katz, Pauline Riefers, Caroline Regard, Karine Rosnetsky et Clémentine Charlemagne.